va aller au Kenya. Un truc très intéressant s'est passé. Il y a un jeune Kenyan condamné à mort en Arabie Saoudite qui a beaucoup de chance en effet. Il vient d'être libéré. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment il a été condamné, qu'est-ce qu'il a fait. C'est très intéressant. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de commencer, est-ce que je pourrais vous demander de faire ça? Faites ça, s'il vous plaît. C'est fait. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Un Kenyan condamné à mort en Arabie Saoudite est libéré. Okay, bravo au Kenya. Bravo. Et aussi bravo au créateur, encore une fois. Il a été libéré. L'homme kenyan au nom de Stéphane Abdul Karim Munyako était condamné à mort en Arabie Saoudite pendant plus d'une décennie. Et ça fait du bien de voir qu'il soit libéré. Parce que généralement, dans des pays où la charia existe, la charia fait ferveur, ce n'est pas facile. Quand on est condamné, pour la plupart des cas, on est exécuté. Ça fait quand même du bien de voir que le Kenya a joué un rôle très important dans la libération de cette personne. Parce que généralement, les pays africains vous abandonnent. Hein. Comme je vous l'ai dit autrefois, si vous voulez savoir que vous vivez dans une république bananière, vous appartenez à une république bananière, avant le fait que le président fasse 42 ans de prison, il y a aussi le simple fait que vous soyez peut-être frustré ou dérangé, ou peut-être arrêté quelque part dans un pays étranger. Vous voyagez en Thaïlande, on vous arrête. Et posez-vous la question de savoir est-ce que l'ambassade enverrait une personne judiciaire, une représentation légale pour me défendre. C'est très simple. C'est merveilleux d'être de retour à la maison. Je suis tellement submergé et j'ai vraiment besoin de repos. Ma présence ici aujourd'hui n'est rien de moins qu'un miracle. Et je veux commencer par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le don de la vie. Je veux aussi remercier tous ceux qui ont prié pour moi, m'ont encouragé et ont contribué à ma liberté et à mon retour à la maison. Merci Jésus, merci Allah pour ce vraiment merveilleux cadeau de la vie. Merci sincèrement à chacun d'entre vous et en particulier à mes chers collègues des médias qui ont été d'un soutien incroyable. Vous faites partie d'une république bananière, posez-vous la question, en cas de difficulté, est-ce que l'ambassade ou le consulat enverrait une personne d'urgence pour venir me voir, pour venir poser des questions? Si la réponse est non, vous savez, c'est une république de bananière, il est temps de changer de république. OK? Oui, vous n'êtes pas né avec un drapeau ici. Hein? Il n'y a pas de drapeau ici. Si le drapeau a de sens, ça a de sens. Je suis désolé. C'est votre famille, votre papa, votre maman, vos sœurs et frères, qui sont vos vrais frères. Je vous dis la vérité. C'est vrai, il faut avoir l'amour des voisins. Si les voisins vous aiment, OK. Il faut avoir l'amour du quartier. Si le quartier vous aime, vous ne pouvez pas avoir l'amour d'un sens, d'une direction. Ça n'a aucun sens. C'est quoi? Je pourrais autant mieux aimer un Égyptien aussi qui ne m'aime pas, ou un Algérien, ou peut-être préférablement aimer un Tunisien qui m'aime. Pourquoi pas? Une personne censée être votre membre de famille qui ne vous aime pas, par rapport à une personne qui n'est pas votre membre de famille, mais qui vous ouvre des portes de vie, qui vous accorde le bonheur, qui soutient vos enfants en difficulté, qui prendrait soin de votre mère si vous étiez incarcéré. C'est qui votre frère? Dites-moi. Il ne faut pas être malade. Des associations pourries là qu'on vous donne là. Alors, continuons notre histoire. Alors, qui a été libéré? Stephen Munyako, citoyen du Kenya, a été dans le couloir de la mort depuis très longtemps. Initialement reconnu comme coupable d'homicide involontaire, sa peine a été réqualifiée en meurtre selon la charia. Monsieur était parti travailler en Arabie Saoudite. Il avait beaucoup de chance à l'époque. Il était d'ailleurs gestionnaire d'entrepôt dans une station balnéaire de la mer Rouge. Gestionnaire d'entrepôt. Imaginez-vous un Kenyan qui devient gestionnaire d'entrepôt. Et pendant ce temps-là, il a eu quelques difficultés avec son collègue qui est yéménite. Vous voyez un peu Kenyan noir, le collègue yéménite, de couleur, machin. Comme on vous perçoit toujours comme supérieur, et le monsieur, voilà, a résisté à son autorité. Le monsieur s'est servi d'un coupe-papier pour provoquer le Kenyan. C'est-à-dire, selon les proches, dans ce cas la maman de Munyako, le monsieur aurait poignardé Munyako avec un coupe-papier. Ok, un coupe-papier, vous connaissez ce que c'est? Coupe-papier pour couper les papiers, ouvrir les lettres, tout le bazar. Et on l'a poignardé avec. Et en se défendant, il a aussi saisi le même coupe-papier et a blessé mortellement, malheureusement, en voulant réagir. Et c'est là qu'on l'a pris, on l'a arrêté. Il avait été mis en prison, initialement pour homicide involontaire. Ensuite, on a renversé ça pour dire que c'était un meurtre. Monsieur a été simplement libéré parce que la famille de la victime a accepté le dia. Okay, le dia, c'est le prix du sang. Selon la loi islamique, normalement, le dia est une compensation financière qui est versée à la famille d'une personne tuée ou blessée, par exemple,
justifiant le fait si c'était par exemple par accident. La famille réserve le droit de décider de recevoir l'argent pour dire ok, nous te pardonnons, tu payes pour ça, puisque ça a été une erreur, ça n'a pas été fait exprès. La campagne pour la libération a été farouche, d'abord initialement grâce à sa mère qui est journaliste vétérane, Dorothy Kweyu, très reconnue, une femme très forte qui a fait beaucoup de travaux, respectée par le gouvernement, respectée par la nation, si pas essentiellement par le gouvernement, en tout cas par la nation. Et pour ceux qui lisent, généralement en anglais, c'est une femme forte. Oui, mais bien sûr, quand ils m'ont appelé, quand le bureau de la diaspora m'a spécifiquement appelé pour me demander avec insistance si je le connaissais personnellement, si je connaissais précisément l'infraction commise, si j'étais pleinement au courant du montant exact impliqué, alors et seulement alors, ils m'ont finalement communiqué le montant précis de cette affaire. Donc le montant qu'ils m'ont dit était de 3,5. Et eux, bien sûr, ils l'avaient déjà converti. C'était environ 150 millions de shillings kenyans. Alors quand ils m'ont dit ça, je leur ai simplement répondu que c'était un appel téléphonique du bureau de la diaspora et qu'il était environ 16 heures et que j'habite dans le comté de Machakos. Donc il n'y avait vraiment aucun moyen pour moi d'aller trouver le bureau ouvert alors qu'il était déjà 16 heures. Mais encore une fois, je leur ai dit que la somme de 150 millions de shillings, une somme absolument considérable, ce n'est pas une somme que moi ou ma famille pourrions payer de toute notre vie, même en travaillant sans relâche. C'est ce que j'ai dit. Quoi qu'il en soit, la dame au bout du fil m'a dit « De toute façon, venez chercher votre lettre », car il y avait une lettre qui communiquait ce montant et le compte sur lequel l'argent devait être déposé. Donc, je suis allé le lendemain, j'ai récupéré la lettre et j'ai dit à mon fils Cyprien, « Écoute, le bureau de la diaspora m'a appelé. J'ai récupéré la lettre concernant l'argent du sang de Stavor et, pour être honnête, ce n'est pas une somme que nous pouvons payer. » Et je communiquais par WhatsApp et il a répondu presque immédiatement en disant « Maman, je suis là ». Il n'était pas aussi incrédule que moi. Alors, il a calculé le montant avec une grande attention pour voir comment nous pourrions nous y prendre en considérant toutes les options possibles. En commençant par, si nous allons vers 1 million de Kenyans, cela donnerait ceci. Si nous allons vers 1 million de Kenyans, cela aurait été 150 shillings par personne si nous en avions 100 000. Il a donc continué jusqu'à atteindre le montant le plus bas. Donc plus le nombre est petit, plus le montant est élevé. Mais c'était bien cela, le véritable défi qu'il y avait à relever. Donc il faut être productif à la nation, faire un nom dans le sens positif, faire un bon nom, ok? Donner, offrir à sa nation de sorte qu'en cas de difficulté comme ça, on ne peut pas vous oublier. Je sais que généralement, malheureusement, le monde n'est pas juste. Hein? Dans un monde juste, on devrait servir tout le monde. Généralement, c'est comme ça dans un pays développé. Mais dans des pays comme l'Afrique, il faut avoir un peu de poids pour sauver votre famille et sauver votre lignée. Donc, grâce aux efforts intensifs de sa mère, la journaliste Dorothy Kweyu et des groupes religieux et des diplomates, environ $1 million, okay, pour pardonner, se fait $1 million. Ton pays sortira $10 000 pour te libérer, point d'interrogation. Ok, donc c'est ça. Félicitations au Kenya, encore une fois, travail énorme. Libération d'un individu à $1 million. Il faut vous poser la question. Votre pays libérer $10 000 pour vous libérer. On va vous blairer, mon cher. Laissez un commentaire, c'est déjà beaucoup de plaisir. YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas souscrit. Pourquoi n'êtes-vous pas souscrit? Je pense qu'il est peut-être temps de le faire. Je pense qu'il est important de reconnaître l'importance de l'honneur. Et je n'arrêterai pas de le dire. L'honneur est très important pour l'homme. Un homme sans honneur est pire qu'un chien. Un homme sans honneur et dignité ne vaut pas mieux qu'un chien. Même certains chiens ont l'honneur. C'est-à-dire quand vous le mettez contre mur, ils réagissent. Même si dans sa nature, ce chien ne serait peut-être pas agressif, mais si vous le placez contre mur, il réagit. Et c'est vraiment étonnant de voir que certains Africains sont aussi mous que des chaussettes. C'est dégoûtant. L'Afrique du Sud est le seul pays africain qui eut le courage d'ouvrir sa bouche à l'égard de ce pays aussi puissant, soutenu par les États-Unis de l'Amérique. Beaucoup de pays africains se sont abstenus par peur. Okay, pas essentiellement parce qu'ils pensent le contraire de l'Afrique du Sud, mais par peur de représailles. Okay? Il y a même certains pays qui sont agressés eux-mêmes, mais qui ont osé soutenir Israël
dans leur rythme. C'est vrai, chacun peut soutenir ce qu'il veut, mais quand vous êtes agressé, vous ne pensez pas qu'il faut quand même assez de... Enfin, bref. Seule la Namibie, avec l'ex-président, le défunt, eut le courage de dire « Nous soutenons l'Afrique du Sud dans son combat ». L'Afrique du Sud et plusieurs autres pays ont fait un bloc pour empêcher à ce que Israël continue à faire ce qu'il fait à Gaza. Un bloc de 12 pays réunis en Colombie a convenu mercredi d'adopter des mesures pour faire pression sur Israël, afin de mettre fin à ses actions militaires dans les territoires palestiniens, notamment en empêchant la fourniture de transferts d'armes et de carburant. Donc ces pays se sont mis ensemble pour empêcher le transfert d'armes, de carburant et tout le bazar. Comment ils le feront? On va le découvrir tout de suite. Ils le feront à travers de blocages par des ports, par tous les moyens internationaux. La déclaration conjointe a été signée par la Colombie, l'Afrique du Sud, la Bolivie, le Cuba, l'Indonésie, l'Irak, la Libye, la Malaisie, la Namibie. Ce qui est intéressant ici, on voit certains pays musulmans, sauf peut-être l'Afrique du Sud, la Namibie et Cuba, le Nicaragua et Oman. Ils veulent s'assurer que leurs industries ne contribuent pas à faciliter le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et autres violations de droit international. Vous savez, généralement, quand on envoie un cargo à un autre pays, dans certaines conditions, ce cargo est obligé de s'arrêter quelque part. Peut-être par maintenance, par besoin de carburant, besoin de se renflouer en nourriture. Il faut s'arrêter quelque part, faire des escales. Alors, ils ont refusé chaque escale qui représenterait peut-être un danger pour les Gazaouis ou les habitants de Gaza sera intercepté et déclassé ou rejeté carrément. Dans cette même logique, les signataires s'assureront et chercheront également à empêcher le transit, l'amarrage et l'entretien de navires dans leur juridiction s'ils estiment qu'il existe un risque à ce que ces navires soient utilisés pour transporter des armes, du carburant ou du matériel militaire à destination d'Israël. Bon, je pense qu'il est important de revenir en arrière ici. Quand ça se passait à Gaza, les Sud-Africains ont emmené en justice l'État israélien, disant qu'il commettait ce que vous connaissez. Et contrairement à ce que les gens pensaient, ils ont eu faveur du système judiciaire à la Cour internationale de justice. La requête place les actes et omissions génocidaires d'Israël dans le contexte plus large des 25 ans d'apartheid, des 56 ans d'occupation. Cette même cour qui a été créée dans l'objectif de juger tous ceux qui feraient du mal à d'autres populations pour des raisons similaires. Je répète, cette cour a été créée dans l'objectif que ce qui s'était passé aux Juifs dans le passé en Allemagne ne se reproduise plus jamais pour quelconque raison. C'est la raison pour laquelle on a fait ça. On a créé cette cour dans l'objectif que si un tyran, un président prenait tout son pouvoir et commençait à massacrer, à maltraiter, à affamer des gens, il subirait des conséquences ultimes par rapport à cela. C'était l'objectif. L'objectif était clair. L'objectif, c'était de décourager à ce que ces genres d'histoire se répètent. L'Afrique du Sud a emmené en justice Israël. Benjamin Netanyahu a été condamné pour crime de guerre. Et il y a un mandat d'arrêt international sur sa tête. Mais à l'arrivée de Donald Trump, qui est fervent supporter d'Israël, il a présenté des explications selon lesquelles l'Afrique du Sud est un pays raciste. Les Blancs sud-africains subissaient un génocide effroyable en Afrique du Sud. Chose qui est absolument pas correcte. Parce que s'il y avait génocide en Afrique du Sud, certainement, vous verrez les images. C'est aussi clair que ça. Quand il y a eu génocide au Rwanda, on a vu les images très vite. Quand il y a eu génocide quelque part en Europe, on a vu les images. Alors c'était simplement les inventions dans l'objectif de placer l'Afrique du Sud contre mur. Et après, c'est là qu'est-ce qui s'est passé. Puisque l'État sud-africain, comme beaucoup de pays africains, reçoit de l'aide significative sanitaire venant des États-Unis, y compris PEPFAR, USAID. C'est un système évidemment établi par les États-Unis d'Amérique pour aider beaucoup de pays de tiers-monde dans l'objectif de pouvoir assurer la santé des gens vivant avec le VIH et de tuberculeux. Ils ont coupé l'aide directement contre l'Afrique du Sud. Couper l'aide, pourquoi? Parce que Donald Trump savait qu'en Afrique du Sud, ceux qui sont atteints du VIH ne sont pas blancs. La grande majorité de ceux qui sont atteints du VIH sont des gens noirs. Voilà pourquoi, dès le départ, il n'avait pas coupé AGOA. AGOA, c'est le système qui permet aux Africains de pouvoir exporter aux États-Unis sans avoir à payer des taxes. Le système AGOA profite plus aux blancs sud-africains qu'il n'en profite aux noirs. Donc, s'il faut frapper l'Afrique du Sud, qui est dérangeant, c'est taper là où ça fait mal. C'est-à-dire ceux qui sont en train de s'attendre à recevoir de l'aide sur le plan sanitaire sont ceux qu'il faut frapper. Ils ont ensuite mis des taxes. L'objectif, ce n'était pas parce que l'Afrique du Sud a fait ce que l'Afrique du Sud a fait. L'objectif, c'est parce que l'Afrique du Sud a emmené Israël à la justice. Maintenant, au moment où nous parlons, Trump a soumis un taxe de 25% sur l'Afrique du Sud, anéantissant ainsi même l'AGOA, ce système qu'on a placé qui permet à l'Afrique du Sud de pouvoir exporter les voitures, parce qu'il y a des voitures comme Mercedes et BMW qui sont fabriquées en Afrique du Sud.
Ah oui, exporter de l'agriculture, des pommes, des citrus, des oranges, des bananes et tout le bazar qui partent aux États-Unis, qui sont produits par des fermiers sud-africains. Et il y a à peine 2 jours d'ailleurs, on vient de refuser un visa à un diplomate représentatif de l'envoi sud-africain aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est un bras de fer réel. L'objectif, c'est quoi? C'est de pousser l'Afrique du Sud au point de retirer sa plainte contre Israël. La question est celle-ci. Ce qui se passe entre Gaza et Israël n'est certainement pas notre problème. Mais ce qui fait poser beaucoup de questions, c'est voir la position que prennent beaucoup d'Africains, en disant c'est écrit dans la Bible, celui qui combattra machin sera l'ennemi. Il faut comprendre que ce qui est écrit dans la Bible n'est pas représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis il faut comprendre que en Israël, on n'est pas chrétien en Israël, okay? C'est judaïque, ce n'est pas chrétien du tout. Autant on peut soutenir, c'est bien de soutenir ce qu'on veut soutenir, mais il faut toujours garder la tête froide. Il faut toujours être juste dans son soutien. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui fait un mal réel, qui tue, parce qu'il est écrit quelque part. Il est aussi écrit que vous pouvez prendre des prisonniers et les maltraiter. Ah oui, il est aussi écrit que vous pouvez prendre des esclaves qui viennent de notre pays. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, il faut faire très attention. Encore une fois, on parlait d'honneur et des considérations. L'honneur, ok? Quand une nation, malgré les difficultés qu'elle traverse actuellement, continue d'appliquer ces principes selon lesquels ils ne peuvent pas laisser passer cette histoire qui fera souffrir d'autres nations. C'est ça le sens de l'honneur que nombreux Africains doivent apprendre. Okay? Les Sud-Africains se sont libérés eux-mêmes. Ils n'ont pas eu besoin de... C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont levés partout dans le monde, mais ils sont sortis dans les rues. Ils ont été fusillés pour recevoir leur liberté. Ils ont accepté d'être fusillés, chose que nombreux Africains n'ont pas. Il y a de nombreux Africains vivent dans des conditions absolument difficiles parce qu'ils n'ont pas de courage. Ce sont des pleurnichards. Ils parlent beaucoup, mais si on leur dit sortez dans les rues, c'est vrai, sur 10 000 personnes, on en tuera peut-être 100. Mais le reste continuera dans la liberté. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le sens d'honneur. Il y a des raisons pour lesquelles dans la vie, on donne sa vie. Il y a des raisons pour lesquelles dans la vie, on accepte la misère. Ah oui. Mais il y a de nombreux... Voilà ce qu'on dit. Si une personne n'a pas de raison pour laquelle il donnerait sa vie, il ne mérite même pas de vivre. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Un projet de loi a créé la controverse au Sénégal. C'est chaud, c'est moulant, c'est estatique. Incroyable. Le Sénégal s'apprête à débattre à l'Assemblée nationale le 18 août 2025 un nouveau projet de loi sur la déclaration de patrimoine. En effet, c'est une loi qui existe déjà, mais il y a amendement, il y a autre chose qu'on rajoute. C'est une loi qui impose à ceux qui ont des positions fortes en société de pouvoir déclarer leurs biens avant d'assumer leurs. Pourquoi on le fait? Évidemment, en Afrique, vous savez, la politique est un moyen d'enrichissement, pour beaucoup de personnes en tout cas. Et nombreux Africains aujourd'hui ne veulent plus faire l'ingénierie ou les commerces. En effet, ils veulent tous devenir politiciens dans l'espoir de pouvoir s'enrichir un jour. Et au Sénégal, on ne veut pas de ça du tout. Le projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine a été introduit par le ministre de Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, lors du Conseil des ministres en juillet 2025. Alors, quels sont les objectifs concrets de ce projet de loi? Numéro 1. Élargir le nombre de responsables publics tenus à déclarer leurs biens afin de renforcer la transparence et lutter contre la corruption. Donc, avant d'entrer en office, il faut déclarer ce que tu as déjà. Et à la sortie, on va vérifier pour essayer de s'assurer que c'est représentatif de ce que tu as déclaré. Pour évidemment éviter ce que vous voyez généralement dans les républiques bananières, une personne qui, du jour au lendemain, entre en politique et a des immeubles. Pas au Sénégal. Numéro 2. Abaisser le seuil financier à partir duquel la déclaration est obligatoire. Avant, par exemple, les gestionnaires de plus de 1 milliard de francs CFA ou encore ceux qui avaient 1 500 000 $ devraient déclarer ce qu'ils avaient. Cela a été rabaissé à 500 millions de francs CFA ou encore 750 000 $. Bon, la loi est simple. C'est une loi simple. Évidemment, il faut l'examiner, mais c'est une loi simple qui essaie d'attraper tous ceux qui sont des voleurs pour éviter de saigner la nation. Ceux qui doivent déclarer leurs biens sont le procureur de la République, les juges d'instruction, les élus locaux. Les élus locaux sont comme les maires, les conseillers principaux, les conseillers de département, toutes ces personnes-là qui sont chargées des histoires locales comme la route, les marchés, les écoles, la santé, l'hygiène, la culture. Toutes ces personnes doivent déclarer. Il y a aussi les inspecteurs de finances et les dirigeants d'entreprise, tels que le PDG. Le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par M. le Premier ministre, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information
et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Je vous remercie. Excellente soirée à tous. Un PDG doit déclarer son argent, en tout cas, c'est bien. En entrant et en sortant, il faut déclarer pour qu'on sache que monsieur, tu n'as pas volé. C'est une loi qui est claire, n'est-ce pas? Alors, quels biens sont recensés et comment c'est fait? Les personnes concernées doivent inventorier tous leurs biens. Il faut inventorier. Quels biens? Les biens immobiliers, comme maisons, terrains, les comptes bancaires, les avoirs financiers, il faut déclarer tout ça. Les actions et parts dans les entreprises, c'est où que tu as placé l'argent? Les véhicules, les bijoux, les œuvres d'art. Évidemment, les œuvres d'art, c'est une façon de blanchir l'argent le plus facile parce que vous pouvez placer n'importe quel prix sur l'œuvre. Vous savez, il y a des œuvres d'art à 20 millions de dollars, un truc bizarre là comme ça. Blanchiment d'argent. Et dette éventuelle, il faut tout déclarer, tout inventorier. Et à la fin de votre parcours, évidemment, il y aura contrôle et vérification. Qu'est-ce qui va se passer? L'autorité va vérifier la cohérence des informations et peut demander des justificatifs et s'assurer qu'il n'y a pas de fausses déclarations. Donc, tout ce que vous faites là va être examiné, voire comparé et tout le bazar. Bon, la controverse est où? Pourquoi les gens rejettent cette loi? Okay? La loi est rejetée par PASTEF. Okay? Il faut comprendre. La loi apparemment est une bonne loi pour que chaque personne, chaque personnalité qui a de l'argent, qui assume certaines responsabilités au gouvernement, se justifie de son argent. Mais pourquoi on pousse contre cette loi? Ce projet de loi renvoie une exemption pour le président de la République. C'est-à-dire, tous ces personnages sont obligés de faire des audits de ce qu'ils possèdent au début et à la fin, sauf le président de la République. C'est-à-dire, le président de la République ne sera plus tenu à déclarer ses biens à la fin de son mandat. Une obligation qui existait déjà depuis le passé. Alors, pourquoi on change ça? Pourquoi le président peut venir faire ce qu'il a envie de faire et puis repartir sans vérification? Pourquoi c'est acceptable? La loi est critiquée par la partie d'opposition PASTEF. PASTEF est le parti politique d'Ousmane Sonko. PASTEF aussi le parti politique qui soutient le président Diomaye Faye. Pourquoi PASTEF voudrait qu'on ait une loi qui implique aussi le président de la République si le président est de leur côté? Généralement, en Afrique, vous voudriez, vous, avoir votre président exempté des recherches, exempté de fouillage et tout le bazar, n'est-ce pas? PASTEF dénonce cette exemption qu'il considère comme une atteinte aux droits constitutionnels, estime que tous les responsables publics, y compris le président de la République, doivent rendre des comptes, surtout en fin de mandat. Il y a aussi Doudou Wade qui a critiqué également le projet, le juge insignifiant tant qu'il ne contraint pas le président sortant à déclarer les biens aussi. Alors maintenant, ce projet de loi n'est pas nouveau, c'est basé sur une loi existante déjà. En 2014, la loi avait été adoptée et imposée sur les déclarations de patrimoine. Mais cette loi, à l'époque, il y avait le président de la République qui était impliqué. La loi concernait tout le monde. Okay? Le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et certains ministres et hauts fonctionnaires. Et à l'époque, il s'agissait de 1 milliard de francs CFA ou 1 500 000 $. Si tu as ça, il faut qu'on fasse des inventaires, qu'on fasse des recherches, qu'on fasse des études. La loi, évidemment, visait à lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans la gestion des biens publics. Maintenant, on veut la changer de 1 500 000 $ à 750 000 $. Okay? Et puis, on rajoute d'autres personnes, des PDG, des représentants par-ci, par-là, des représentants locaux, mais on enlève le président de la République. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on joue là? C'est quoi le jeu? Qu'est-ce qui se passe exactement? Si la transparence de la gestion publique est cruciale pour prévenir la corruption, pourquoi on veut enlever le président de la liste de ceux qui doivent rendre des comptes? Alors, beaucoup de personnes ont des opinions. Le projet de loi a été proposé par le ministre du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Qui est cette personne? C'est un membre de l'APR. Et l'APR est le parti politique de Macky Sall, l'ex-président de la République. Alors les gens pensent que cette loi aurait pour objectif de protéger l'ancien président Macky Sall. C'est-à-dire l'exclusion du président à la déclaration finale évite d'exposer Macky Sall. Également l'APR a un contrôle d'évolution de son patrimoine après 12 ans de pouvoir. Cela évidemment empêcherait des futures poursuites ou des accusations d'enrichissement illicite. Donc, monsieur aurait changé, d'après les détracteurs, aurait changé cette loi. On va rajouter d'autres personnes qui doivent rendre des comptes, mais on exclut le président. Naturellement, quand le président est là, même si vous ne faites pas partie du même parti politique, tu dirais, bah, c'est une très bonne loi, puisque bon, écoute, désormais, si j'ai envie de tirer un truc là, je pourrais le faire facilement, parce qu'en fin de compte, on ne me demandera pas des comptes, n'est-ce pas? Mais là, quelqu'un a intelligemment repéré, disant, non, je ne pense pas que ce soit adéquat. On veut aussi être contrôlé, même si le président a été soutenu par PASTEF. PASTEF s'y oppose. C'est-à-dire, il faut vous rappeler ici qu'au moment opportun, quand Ousmane Sonko devrait postuler comme président de la République, il était exclu pour des raisons juridiques. PASTEF aussi. Dans ce cas, il fallait trouver quelqu'un d'autre. On a trouvé qui? Monsieur Faye, pour faire la représentation. Mais Monsieur Faye a été soutenu par PASTEF. Il est passé en tant qu'indépendant, pas en tant que PASTEF. Donc, le ministre de Budget, proche de Macky Sall, pourrait chercher à protéger l'héritage politique de son camp. Alors, ces personnes qui sont tout à fait contre cette loi pensent aussi qu'il y a des choses abusives qui ont été faites par le gouvernement de Macky Sall, y compris l'usage abusif de fonds de Covid-19. 5 anciens ministres ont été accusés de détournement de fonds. Les procès sont en attente. Du rapport de la Cour des comptes relative à la gestion donc force Covid-19
L'exploitation de ces rapports a révélé l'implication dans la gestion du fonds Covid de certaines personnes ayant exercé des fonctions ministérielles durant la période considérée et sur lesquelles pèsent de graves présomptions de prévarication des deniers publics. Donc les ministres ont été accusés. Vous savez, en Afrique à l'époque, quand Covid a commencé, beaucoup de gens se sont enrichis. Ah oui, il fallait accepter l'argent venant de l'étranger pour réaliser, enfin, il fallait reconnaître qu'il y avait Covid sur place et vous recevez de l'argent. Reconnaissez que votre pays a Covid, vous recevez de l'argent. C'était comme ça. Donc il y a eu détournement et usage abusif des fonds de Covid dont beaucoup de personnes doivent répondre en justice. On accuse aussi Macky Sall et son groupe de cacher environ 6 milliards d'euros de dettes cachées dont ils ont accumulé lors des registres officiels selon les audits réalisés en 2024. Donc un projet de loi qui a pour objectif de transparence, remettre tout le monde en question, y compris le président de la République. Aujourd'hui, on veut un amendement qui apparemment a pour objectif de remettre en question beaucoup plus de personnes, mais en excluant le président lui-même. Aurait pour certaines personnes pour objectif, en réalité, de protéger le gouvernement de Macky Sall et aussi l'APR. Est-ce une réalité ou pas? Faites-moi savoir. Je voudrais savoir, venant de mes amis sénégalais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Déposez votre commentaire, toujours dans le respect. On peut ne pas être d'accord, mais du moment qu'on se respecte, c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous, on n'est pas ici en tant qu'ennemis. On est ici dans l'objectif de nous rencontrer quelque part, dans l'objectif d'avancer. S'il y a des faits qui n'ont pas été tenus en compte, c'est avec plaisir qu'on le recevra. Faites-nous savoir sur les commentaires. Pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord, disait Trump directement à la télévision pendant les questions qui lui étaient posées face à Vladimir Poutine. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Je vous encourage à faire ça avant de commencer. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Merci. Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine dans une discussion effrénée. Beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas, la possibilité était remise en question, mais c'est fait. Poutine est parti voir Trump à Alaska. Voilà ce qui s'est passé. On va essayer de voir rapidement qu'est-ce qui s'est passé, quels éléments essentiels à retenir de cette histoire. Le public anticipait une réunion de plus de 7 heures. Mais à la surprise de tout le monde, elle n'a pris que 3 heures. Alors, arrivé à l'aéroport, Poutine s'est approché de Trump. Mais Poutine, en s'approchant de Trump, Trump a applaudi. Trump a applaudi. À l'arrivée de Poutine, Trump a applaudi. Et ces images, on ne le voit plus. C'est quand même bizarre. À l'arrivée du président russe, le président Trump avait fait ça. C'est en guise d'appréciation ou d'excitation, on ne sait pas. Mais ces images ont disparu. On ne sait pas si c'est pour des raisons politiques ou pas. Mais vous ne les trouverez plus. On doit garder ici que depuis 2022, le président Poutine n'a pas fait des voyages internationaux. Ces voyages étaient limités essentiellement à des pays alliés tels que la Biélorusse et la Corée du Nord. C'est là où M. Poutine est parti seulement depuis 2022. Et ce sera la toute première fois qu'il quitte la Russie pour partir dans un pays étranger qui est perçu comme un pays pas tout à fait ami à la Russie actuellement. On dirait le simple fait que ce sommet eut lieu à Alaska constitue une grande victoire pour la Russie. M. Poutine l'a exprimé d'ailleurs pendant leur discussion. Il a raconté l'histoire de l'Alaska parce que si vous remarquez, c'est quelqu'un de très instruit dans ce domaine. En effet, l'Alaska dans le passé appartenait à la Russie. C'est la Russie qui a vendu l'Alaska aux États-Unis d'Amérique. Ça s'est passé en 1867. Et c'était pour combien? Pour à peine 7 200 000 $. Ce qu'on a vendu l'Alaska aux États-Unis d'Amérique. Et M. Poutine a brièvement fait mention de ces faits qui sont passés. L'accueil était en grande pompe. Le tapis rouge était déroulé, des militaires debout. Ce n'était en tout cas pas similaire à l'accueil qu'on donnerait à M. Zelensky ou à un autre président récemment. Les États-Unis d'Amérique étaient venus en tout respect possible pour démontrer à la Russie que nous vous respectons et nous attendons ici une réunion à la hauteur. Alors pendant que Poutine et Trump marchaient pour aller vers une certaine direction, au-dessus d'eux, il y avait un bombardier B-2, un bombardier furtif. M. Poutine était surpris, regardez comment il regarde dessus. Il était surpris de voir l'avion. Et nombreuses personnes pensent que c'était un mouvement prémédité. C'était prémédité, ce n'était pas par hasard. Parce que regardez la réaction de Trump. On y va, on y va. C'est une façon subtile peut-être de suggérer que nous sommes en capacité de venir vous bombarder comme vous ne le savez pas. Regardez, c'est le B-2 furtif. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait ici au préliminaire qu'en seulement 6 mois, Poutine est placé du statut de paria aux yeux de l'Occident à celui de l'invité accueilli sur le sol américain comme un partenaire de grade. Donc M. Poutine, dont tout le monde parlait de manière négative, on le voit aujourd'hui avec M. Trump en toute amitié. M. Trump a parlé dur contre Poutine à plusieurs reprises. C'est important pour sa politique étrangère, mais devant Poutine, vous le voyez, tout doux, tout gentil, en train de rigoler.
À la surprise de tout le monde, Vladimir Poutine a accepté d'être conduit jusqu'à la base aérienne dans la limousine blindée de Donald Trump. Surprenant, parce que généralement, les gens qui se respectent dans des pays grands comme ça, ils emmènent leur propre voiture. Ouais, ils ne sautent pas dans la voiture d'un type qui est généralement un ennemi. Alors écoutez, hein, c'est ça. Ils sont pas très amis en ce moment-ci, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer à l'intérieur de la voiture de M. Trump. On pourrait placer un truc là-bas, on pourrait placer du poison à gauche, mais M. Poutine, qui est bien formé par la KGB aussi, on est conscient. Mais on pense que c'est par amitié, par sympathie, pour montrer aussi son ouverture d'esprit. Il est rentré dans la voiture de Trump pour partir ensemble à la base militaire. On peut aussi voir ici qu'alors que le véhicule s'éloignait, les caméras ont zoomé sur Poutine, assis sur la banquette arrière, en train de rire aux éclats. Alors M. Poutine riait de quoi là? Qu'est-ce qui se passait là? Quelles sont les discussions qu'ils ont eues? Certainement des discussions intimes et personnelles entre eux. La BBC a aussi fait un commentaire, vous savez, la direction dans laquelle la BBC se rangerait. Ils ont dit, en 25 ans de présence, M. Vladimir Poutine a instauré un système de contrôle total dans les médias russes. Donc en Russie, on ne peut pas parler de manière négative de M. Vladimir Poutine. D'avoir des questions comme jamais dans le passé. À quelques minutes à peine après son atterrissage à Alaska, un journaliste a crié à la direction de Poutine, écoutez ce qu'elle a à dire, « Allez-vous arrêter de tuer des civils ?» Vous avez entendu ça? « Allez-vous arrêter de tuer des civils ?» On se pose la question de savoir, est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'était organisé? Est-ce que c'était par hasard? Allez-vous arrêter de tuer des civils? La question, si elle a dérangé Poutine, on ne saura jamais parce qu'il n'a pas réagi. Un autre journaliste a posé une question demandant si M. Poutine était ouvert à un trilatéral, c'est-à-dire rencontrer M. Zelensky aussi avec Trump. Poutine, évidemment, n'a pas répondu. Ce que vous remarquerez ici, de manière très intéressante, l'équipe de la Russie était très forte. C'était la crème de la crème. Vous voyez M. Lavrov aux côtés de Poutine et d'autres personnages. Il fallait évidemment emmener la meilleure équipe possible pour discuter de cette histoire. De manière très inhabituelle, c'est Vladimir Poutine qui a pris la parole en premier. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent très rarement ou presque jamais, où vous parlez dans un pays et ce n'est pas le hôte ou l'hôte qui parle, c'est vous qui parlez. M. Poutine a parlé avant Trump, après leur réunion évidemment, c'est lui qui a parlé et il a salué l'atmosphère constructive de respect mutuel. Donc il y avait un respect. C'est une façon de signaler que M. Trump peut vous embarrasser comme ils ont embarrassé les présidents sud-africains. Ils ont embarrassé grave, comme ils ont fait aussi avec Zelensky d'ailleurs. Mais avec Poutine, il dit il y a un sentiment de respect mutuel dans ce pourparler. Ce n'est pas Trump comme il parlait aux Sud-Africains. Il faut faire ça comme il parlait à Zelensky. Un respect mutuel et de bon voisinage. La position de Poutine n'était pas différente de ce qu'il a dit dans le passé. Poutine a déclaré que son pays était engagé à mettre fin à la guerre, mais que les causes principales du conflit devraient être éliminées pour qu'un accord soit durable. Les raisons pour lesquelles ils se battent doivent être résolues, sinon il y aura toujours la guerre. La Russie veut la reconnaissance de la souveraineté des régions telles que la Crimée, Donetsk, Louhansk. Ceci évidemment sont des régions qui ont été conquises par la Russie. Et maintenant, s'il doit y avoir négociation, en tout cas, il n'y aura pas de négociation autour de cela. Chose que je pense ne poserait aucun problème peut-être à Zelensky. La Russie veut la démilitarisation de l'Ukraine, la neutralité de l'Ukraine, l'absence d'implication militaire étrangère et l'organisation de nouvelles élections. M. Zelensky a fait un remaniement gouvernemental mais n'a pas changé sa position de président. Pour ça, Vladimir Poutine voudrait un changement avant d'entamer les négociations. Donald Trump, de manière inhabituelle, un monsieur généralement prolixe et loquace, n'a pas beaucoup parlé. Il a fait très peu de commentaires, son discours a été marqué par la brièveté inhabituelle pour un Donald Trump qu'on connaît avec beaucoup de clarté. Et on se pose beaucoup de questions. Trump a dit, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous étions d'accord. Et des grands progrès, on va faire des grands progrès. Mais il n'a donné aucun détail et il semble qu'aucune mesure concrète n'a été prise pour résoudre ce conflit en Ukraine. Aucun accord majeur ni sommet trilatéral avec Zelensky n'a été annoncé. Y aurait-il de conséquences? Vous vous souvenez, M. Trump a dit que s'il n'y avait pas de situation en Ukraine, il y aurait des conséquences sur la Russie. Alors, en tout cas jusque-là, il n'y a pas de conséquences sévères que Trump a annoncées. Vous remarquerez aussi de manière très intéressante que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des photos montrant les deux présidents se serrant la main à plusieurs reprises en souriant et marchant. Ces photos ont été publiées à plusieurs endroits sur Internet et aussi des images des militaires américains à genoux, déroulant le tapis rouge au pied de l'avion de Poutine. Déroule le tapis rouge, c'est symbolique et c'est fort. Avant de conclure, Vladimir Poutine a fait une déclaration très intéressante. L'argument fréquemment avancé par beaucoup de personnes, y compris Trump, disant qu'il n'y aurait jamais eu de guerre en Ukraine si Trump était au pouvoir.
Poutine vient de le dire aussi. Est-ce stratégique? Vous savez, quand vous caressez une personne telle que Trump dans le sens du poil, si tu étais au pouvoir, nous ne serions pas partis à la guerre. C'est une façon de remettre Trump sur ses arrières et de l'enlever rapidement de sa position probablement belliqueuse. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Pensez-vous qu'il y aura potentiellement une réunion à 3 avec Zelensky et les finitions de discuter les faits et les particularités de cet accord? Puisque jusque-là, il n'y a pas d'accord, on n'a pas infligé des conséquences sévères comme promis. Qu'est-ce se passe-t-il réellement? Êtes-vous de ceux qui disent oui à toutes les informations qu'il reçoit venant d'une personne crédible? Ou vous remettez en question aussi ceux qui sont censés être crédibles? Êtes-vous de ceux qui disent oui à tout ce que vous entendez venant d'un scientifique, un docteur, un professeur, généralement en Afrique, un pasteur aussi, ils ont beaucoup de crédibilité. Sur beaucoup de sujets, hein, la politique, l'histoire, l'économie. Ah oui, pasteur, ça donne beaucoup de crédit dans beaucoup de choses. La santé, tout le bazar. Êtes-vous de ceux qui croient ce qu'on vous dit par le gouvernement ou vous remettez en question, vous posez les questions? Vous voulez savoir, est-ce vraiment une vérité vraie? Bah écoutez, on vit dans un monde totalement bizarre où la vérité n'est pas toujours la vérité telle qu'elle paraît. Okay? Il faut toujours aller chercher derrière. Quelles sont les raisons pour lesquelles les Anglais disent follow the money, c'est-à-dire il faut voir d'où vient l'argent, où flow l'argent. Ah, okay? Ça bénéficie à qui cette situation? C'est là où se trouvent vraiment les réponses. On nous a raconté beaucoup d'histoires dans ce monde, mais je vais vous poser une question. Pensez-vous que toutes les maladies que l'on connaît, être maladies difficiles à gérer, tout le bazar, sont des maladies qui n'ont réellement pas de cure, tout le bazar? Pensez-vous, je donne un exemple simple, le VIH, le cancer, enfin, l'hépatite B et autre chose, diabète, vous pensez qu'il n'y a vraiment pas de cure ou vous pensez qu'il y a des cures? Enfin, on réfléchit, n'est-ce pas? On réfléchit. We bouncing off ideas of each other, c'est-à-dire nous sommes en train de jouer au ping-pong intellectuel. D'accord? Vous pensez que ces histoires existent ou pas? Est-ce qu'il y a possibilité peut-être qu'il y ait des cachotteries ou qu'il y ait un secret quelque part? On a les médicaments, mais on n'en donne pas. On se poserait la question de savoir pourquoi on ferait ça? Pourquoi on garderait les médicaments et ne pas les donner aux gens qui en ont besoin, qui en ont vraiment besoin? Ce serait injuste, n'est-ce pas? Inhumain, inacceptable. Qui ferait ce genre d'histoire? Bah écoutez, tout le monde ne réfléchit pas comme vous. Alors, je voulais dire que votre façon à vous de réfléchir, dans votre bienséance, dans votre sympathie, n'est pas une façon universelle de voir la vie. Il y a des gens qui sont mus par l'argent, ok, le gain direct. Il te dit, qu'est-ce que je gagne dans cette histoire? Essaie de sauver ma fille est en train de perdre sa jambe, d'accord, mais qu'est-ce que moi je gagne dans cette histoire? Ah oui, il y a des gens, mais comment tu peux dire ça? Ah oui, mais d'accord, mais c'est ta fille. Quand tu as fabriqué ta fille dans la chambre, moi j'étais pas là. Qu'est-ce que moi je gagne dans cette... Ouais, il y a des gens qui sont comme ça. Sont-ils méchants? Eh ben écoute, la méchanceté est relative, hein, ça dépend. C'est méchant selon ta culture à toi, pas sa culture à lui. Il y a un moment donné, je pense en 2014, il y avait un moment très difficile en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y avait l'Ebola qui faisait rage. C'était très difficile, les gens tombaient de partout. L'hémorragie, sortant de chaque orifice, il y avait du sang qui coulait et c'était triste. J'ose m'imaginer un père ou une mère qui voir son enfant commencer à s'éteindre. Surtout qu'il fallait pas se rapprocher de l'enfant ou de la victime, il fallait surtout pas toucher la personne de peur qu'on soit contaminé. Ça doit avoir été très dur pour beaucoup de personnes. De voir un bien-aimé, hein, c'était dur. Et évidemment, le monde nous disait qu'il n'y avait pas de cure. C'est une maladie difficile. Il faut simplement prier que ton système immunitaire soit à hauteur de combattre. Parce que dans certains cas, il y a eu des gens qui ont pu résister à la maladie dû à leur système immunitaire qui a pu s'adapter. Et voilà, avec le temps, on a pu se retrouver. Mais la grande majorité des personnes étaient mortes. Alors, tout s'est passé tristement au Libéria et au Sierra Leone jusqu'à ce qu'il y ait eu un cas d'un certain Kent Brantly, un Américain, un médecin, qui était là-bas pendant ce temps. On ne sait pas exactement comment. Je crois que c'était une ONG. Et il est tombé malade. Les États-Unis d'Amérique a dépêché un avion spécialisé quelques heures plus tard pour aller le chercher. Pendant que nous savions que dans le monde, c'était difficile. Si tu as atteint l'Ebola, c'est au revoir. Les États-Unis l'ont dépêché, on a pris le monsieur, on l'a ramené aux États-Unis d'Amérique. Quelques temps plus tard, on a entendu qu'il avait repris ses forces. Ok, oh non, la justification était simple. On lui a donné un traitement, un médicament qui n'a encore jamais été attribué à un être humain. C'était encore dans les tests. C'était in vitro. On ne l'avait jamais fait dans le in vivo. Donc, c'est un traitement expérimental et tout le bazar. Le monsieur est bien, pendant qu'il y a des gens qui tombaient. Alors, ma question est celle-ci. On nous disait qu'il n'y avait rien du tout, rien de chez rien. Ceci est-ce valable dans beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres histoires, beaucoup d'autres maladies? Peut-être. C'est une question que je pose. Y a-t-il peut-être des cures quelque part sur d'autres histoires sur lesquelles nous ne savons peut-être pas, mais c'est réservé pour quelconque raison. Peut-être des raisons économiques, ou peut-être ça changerait carrément le dessin économique médical. Parce que voilà, le médical va avec l'économie. Hein. Les gens investissent de l'argent pour avoir des médicaments pour vous. Ce n'est pas gratos.
Les gens investissent pour bénéficier. Les médicaments, écoutez, dans le passé, on vous donne les médicaments pour vous guérir. Aujourd'hui, il doit avoir un sens financier par rapport à ça. Qu'est-ce que moi je gagne pour te faire guérir? Il faut que tu payes pour que je guérisse parce que j'ai investi mon argent. C'est de ça qu'il s'agit. La Russie, les amis, se prépare à tester un vaccin contre le cancer. Un vaccin créé à partir du profil génétique unique de chaque patient. Congratulations. C'est intéressant de voir. La Russie crée un vaccin approprié, un vaccin spécifié pour chaque individu. Ce traitement personnalisé qui utilise la technologie de l'ARN. Okay, je sais, vous avez entendu parler de l'ARN. Ce n'est pas une technologie acceptée de tout le monde. Les gens n'aiment pas parce qu'il y a une intelligence artificielle attachée à cette technologie. C'est-à-dire, comment ça va se passer? On va examiner ce que tu es sur le plan microbiologique et c'est par rapport à ça qu'on va programmer l'ARN pour que tu sois guéri de tes problèmes. Okay? L'intelligence artificielle sera d'abord testée chez les patients atteints de la mélanome avant d'être étendue dans d'autres formes de cancer. Donc la mélanome, pour ceux qui ne savent pas, c'est le cancer de peau. Okay? Plusieurs formes, ça commence généralement très subtilement. Beaucoup de gens ne le remarquent pas, ne savent pas. Des fois, dans les angles aussi, on peut remarquer ce genre d'histoire. Je sais parce que je suis déjà parti faire un test par rapport à ce cancer. Ne vous posez pas la question, est-ce que tu es médecin? Bah écoutez, je suis quelqu'un de très cultivé, ne vous en faites pas. Alors, ce qui se passe, si la mélanome est détectée tôt, ok, ce n'est pas très compliqué. On peut traiter. Si c'est détecté tôt, on peut à travers des chirurgies, souvent, trouver des solutions par rapport à ça. Mais si ça traîne, ça devient très compliqué, ça peut s'élargir et aller dans d'autres parts. Si on pourrait commencer à recevoir un traitement fondé sur ce vaccin anticancéreux personnalisé développé en Russie dans les mois à venir, selon le directeur de l'Institut de recherche d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleya Institute. Donc, à partir du mois prochain, on va déjà commencer à attribuer ces vaccins à plusieurs personnes. Donc, félicitations à la Russie. Il faut taper les mains. Non, il ne faut pas être jaloux, il faut taper les mains. Il faut, quand les choses fonctionnent, quand ça fonctionne pas, on dit. Quand ça fonctionne, ça dit. Il faut être honnête. Ok, c'est ça. Moi, les hypocrites m'aiment pas. Je m'en fous. C'est difficile de m'aimer quand on est hypocrite. C'est très difficile parce que je ne suis pas quelqu'un de normal. Je ne le suis pas. Et je ne voudrais pas le devenir. Continuons notre histoire sur la Russie. Alors, encore une fois, le vaccin a été élaboré à partir des données génétiques scientifiques de chaque patient. Donc, c'est chaque patient qu'on scrute d'abord avant d'attribuer. Ce n'est pas plug and play. Oh, prenez ça. Toi, non. Parce que chaque humain est différent. Chaque corps est différent. Ça réagit différemment. Il faut qu'on t'étudie, toi, pour savoir si c'est... Vous voyez. Alors, en raison de ce caractère strictement personnalisé, un cadre réglementaire entièrement distinct de celui des autres médicaments a dû être adopté. Alors, la question ici est quoi? Je pense que c'est très intéressant. Ne vous en faites pas. L'Occident ne sera pas tout à fait content par rapport à ça. Parce que le marché du cancer est un marché énorme. On parle de 250 milliards de dollars par an. C'est énorme. Ne vous en faites pas. Qu'on soit chrétien ou pas, musulman ou pas, peu importe ou pas, judaïste ou pas. Quand il s'agit de l'argent, c'est de l'argent. 250 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Pour voir une certaine entreprise russe venir tout prendre. Gratos. Regardez, si on se fait 250 milliards de dollars dans votre maladie, pourquoi on voudrait vous donner une façon de... Je pose la question. Hein? Si je suis chef d'une entreprise de sécurité, ok? Pourquoi voudrais-je qu'il n'y ait plus d'insécurité? Non, dites-moi, j'ai une entreprise de sécurité. Pourquoi voudrais-je qu'il n'y ait plus d'insécurité? Parce que s'il n'y a plus d'insécurité, ça n'existe plus. Je n'ai plus de business. Et je ne m'attaque pas à ceux qui ont les entreprises de sécurité parce que je suis moi-même l'un d'eux. S'il n'y a plus d'insécurité, on n'a plus de business. Donc, quelque part, autant on veut arrêter ces bandits et ces brigands, on ne veut pas tout à fait qu'ils finissent. Non, il faut être honnête dans la vie. C'est l'honnêteté qui manque aux gens. On veut vous protéger, mais on veut continuer à vous protéger. Voilà pourquoi on veut vous protéger. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent vous déranger. Sinon, on ne sera pas payé. C'est ça la vérité. Mais on ne le dira jamais ouvertement. Alors, si la Russie subventionne ce vaccin, c'est-à-dire si la Russie donne de l'argent aux grandes entreprises médicinales de recherche pour donner ce vaccin à un prix réduit, parce qu'ils sont capables, c'est ce qu'on appelle subsidies, subventionner. Subventionner, on peut subventionner l'entreprise en donnant des arrêts de taxes ou des pauses de taxes, des pauses d'impôts, ok, pour ne pas payer pendant un temps le temps de faire des bénéfices. D'autres subsidies ou d'autres subventions se font en vous donnant de l'argent pour faire votre produit. On peut faire ça avec le pain, le carburant. On peut donner de l'argent à une entreprise pour produire un produit à un prix moins cher. D'accord? Pour que l'entreprise fasse de bénéfices et que la population ait accès à ce produit à moins cher. Quand le produit est important, ça pourrait être dans ce cas le vaccin. Alors on se dit, si la Russie subventionnait cette histoire, ça aurait un élément incroyable. Alors, l'impact géopolitique serait énorme parce que la Russie, dans ce cas, voudrait distribuer ses vaccins en Afrique, gratos par exemple. Et c'est une influence énorme que la Russie va gagner, même des pays hésitants par rapport à eux. C'est une influence énorme. Et pas seulement une influence énorme sur le plan géopolitique, c'est aussi énorme sur le plan financier. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a des vaccins anticancéreux
occidentales qui ont été programmées par Moderna et Merck. Le coût estimatoire, c'est autour de 100 000 à 200 000 dollars par patient. 100 000 à 200 000, c'est beaucoup d'argent. Si la Russie vient le faire gratos, vous voyez de quoi on parle. Bon, regardons dans le passé. Si vous voulez savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, regardez simplement ce qu'il s'est déjà passé dans le passé. À l'époque de Covid, si vous vous en souvenez, beaucoup de choses se sont passées. La Russie avait développé un vaccin et enregistré des vaccins Covid pendant la pandémie, notamment le Sputnik 5. Le Sputnik 5 était très efficient, mais on a repoussé ça par l'Occident. Pourquoi? Parce que l'Occident n'avait pas encore fait l'argent. Il faut dire la vérité. Ils ont dit non, on ne veut pas ça, on peut faire confiance aux Russes parce que machin histoire. Mais Sputnik, d'après l'ANSET, qui est un laboratoire incroyable dans le monde, il avait 91% de réussite. Donc 91% des gens qui prenaient Sputnik étaient immunisés. Ça, c'est d'après l'ANSET à l'époque. Mais ils ont rejeté ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore fait l'argent qu'il fallait. Maintenant, pendant l'époque de Covid, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu le Madagascar qui avait trouvé aussi quelque chose pour prévenir. C'est Artemisia quelque chose, n'est-ce pas? Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction de l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19. En fait, l'histoire nous prouvera, mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tembav-CVO. Vous vous en souvenez? Ah oui. Et pourquoi? Parce que statistiquement, les gens tombaient de partout. Hein? Les gens tombaient en Afrique, en Europe, en Asie, mais à Madagascar, il n'y en avait pas. Je vous rappelle que même avant que ça ne commence en Afrique, il y a le monsieur des ordinateurs qui disait je suis en train de voir qu'en Afrique, les gens vont tomber comme des mouches, n'est-ce pas? Nous devons nous préparer au pire. Dans d'autres pays, nous avons vu comme le virus s'accélère réellement avec point de basculement. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est donc de se préparer au pire. Et les Africains ont résisté. On ne sait pas pourquoi, peut-être que le système immunitaire est différent, mais les Africains ont résisté. D'accord? Alors, Madagascar a produit son produit et a demandé de faire des conférences. Je pense une conférence précisément avec les présidents, les leaders africains. Pendant cette conférence, regardez comment les leaders africains le regardaient. C'est comme si, ah monsieur, raconte, finis ton histoire, comme ça on va passer. Pourquoi? Parce que chaque Africain s'attendait à ce que le salut vienne de l'Occident. Il y a même eu le docteur Kenneth Kaunda Jr., le fils du président Kenneth Kaunda de la Zambie. Okay? Il a dit, on ne peut pas accepter ce genre d'histoire. Pour que l'on accepte le produit, le vaccin venant de l'Europe et de l'Occident, il faudrait l'envoyer d'abord en Afrique pour que les Africains l'examinent, enfin les scientifiques africains examinent. Ils doivent y jeter un coup d'œil, scruter pour enfin l'administrer. Il a posé une résistance. Mais à l'époque, il y avait un docteur médecin là de la RDC. C'est toujours des choses bizarres qui sortent. C'est bizarre. Un médecin là de la RDC qui disait que quoi, la RDC était disponible de recevoir les vaccins. Nous sommes disponibles pour faire des recherches ici. Même si ces vaccins n'ont jamais été attribués à des humains, nous, on est prêt à faire ça. Ah oui, le monsieur a reçu de l'argent. C'est comme ça. Les gens sont mus par l'argent, faire n'importe quoi. Pendant que le reste de l'Afrique s'est levé pour résister, pour comprendre. Lui dit non, il faut envoyer. Alors, pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il faut simplement regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé. C'est aussi simple, n'est-ce pas? Le passé est très important. Quand on dit, oh, mon passé, c'est mon... Non, si quelqu'un te dit, mon passé, c'est mon passé, il faut fuir loin, loin, très loin, très loin. Quelqu'un te dit, mon passé, c'est mon passé, il faut fuir très loin. Parce que même pour avoir un boulot, on te demande ton CV. Le CV, c'est quoi? C'est ton passé. On veut savoir, tu étais où? Tu es passé par où? Tu as fait combien de temps? Pourquoi tu as quitté après 2 semaines? Qu'est-ce qui s'était passé? Mais là-bas aussi, tu as quitté après 3 semaines. Comment? Mais là-bas aussi, tu as fait 1 mois. Mais attends, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est toi le problème. Les gens ne veulent pas qu'on regarde leur passé parce qu'on comprendra. Chaque humain laisse des traces. Les traces, quand vous les mettez ensemble, ça donne un dessin. C'est aussi simple. Dans le passé, la Russie a donné beaucoup d'histoires aux Africains. Inclus récemment d'ailleurs, des laboratoires mobiles pour assister les gens au Burkina Faso. C'était contre des maladies épidémiques, des maladies difficiles, hémorragiques, des fièvres de dengue. L'objectif, c'était donner des laboratoires en forme automobile pour faciliter ces pays africains de pouvoir faire des examens et d'identifier la cible rapidement sans avoir à envoyer des échantillons en Europe et attendre le retour pendant que la maladie fait des rages. C'était ça. Le Burkina Faso en a reçu. L'Ouganda en a reçu parce que l'Ouganda aussi souffre très souvent à côté de la RDC avec le sida et c'est quoi l'autre là? L'Ebola et beaucoup autre chose. L'Angola a aussi reçu 50 ambulances renforcées, okay? 50 ambulances de la Russie. Ils offrent des choses qui, clairement, je sais que c'est pour un intérêt géopolitique, mais ce sont des choses, c'est clair. L'objectif, ce n'est pas seulement l'argent. C'est vrai qu'il faut se faire de l'argent. Mais les autres veulent seulement l'argent. Vous, après, ils s'en foutent de vous. S'ils sont payés, écoutez, ma question est celle-ci. Vous pensez qu'il y a des choses qui sont là, qui existent pour protéger les gens, mais qui ne sont pas libérées au public à cause de
de leur prix à cause de l'argent qui n'a pas encore été récupéré, ou vous ne pensez pas? L'industrie du cancer se fait 250 milliards de dollars par an. Okay? Le traitement similaire à celui-ci est de 100 à 200 000 dollars par patient. Pensez-vous vraiment que ces gens seront contents de voir une autre entité venir tout prendre? C'est très difficile. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et YouTube dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos mais vous n'êtes pas souscrit. Pourquoi n'êtes-vous pas souscrit? Je vous encourage de le faire. Laissez un commentaire. On veut vous lire, ok? On vous sait très intelligent. Ça contribuera certainement au développement intellectuel, toujours dans le respect. La fraternité, ce n'est pas dans les paroles. La fraternité, ce n'est pas dans le papier. Le bout de papier qu'on vous remet là pour vous dire que vous êtes ivoirien ou camerounais ou je sais pas moi, guinéen. Ce n'est pas ça qui décrit la fraternité du tout, du tout. On vous a menti. On vous a menti, les amis. La fraternité, sur papier, on vous a menti. Le nationalisme, ça doit être réel. Il n'y a pas de nationalisme automatique, ça n'existe pas. On y travaille, on fait un travail là-dessus. On le prouve, ça se prouve à travers les actions. L'amour du prochain, c'est ça, la nationalité. Au fait, la nationalité est un truc des Blancs. D'abord, il faut le dire. En Afrique, il n'y avait pas des nations comme ça. Pas des nations-pays. Il y avait des tribus, il y avait des clans, il y avait des familles. Quand on a créé des nations, on a décidé dans ce cas, il faudrait prouver en tant que nation. La fraternité n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau. C'est un gros mensonge, qu'on ne vous ment pas. Faut pas croire ça. La fraternité n'a rien à voir avec ça fait combien de temps qu'on se connaît? Absolument pas. C'est un gros mensonge. Ne soyez pas aveuglés, on se connaît depuis l'école maternelle, c'est un gros mensonge. Les pires ennemis de grandes personnes, ceux qui les ont ridiculisés au jeu de la nation, en prenant leur vie, sont des gens qu'ils ont connus il y a très 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 longtemps. Et souvent des gens qu'ils ont aidés dans la vie. Ne vous trompez pas, il faut scruter tout le monde. Il faut vérifier la loyauté des gens. Écoutez, il faut vérifier la loyauté des gens toujours. Une personne qui a été loyale à toi, à ton égard, depuis 5 ans, ne sera pas essentiellement loyale aujourd'hui. Attention, chacun travaille pour ses intérêts personnels. Il a été loyal, a commencé sa loyauté. Peut-être qu'en ce moment-là, il était en difficulté. Attention, la loyauté a aussi une date de péremption. Pour beaucoup de personnes, la grande majorité en tout cas. Il faut toujours vérifier la loyauté des gens. Loyal avant, parce que vous êtes ami, et qui est ami ne veut pas dire que vous êtes loyal aujourd'hui. Les amis, lors de la conférence des Nations Unies, Abdoulaye Maïga s'est exprimé dans une histoire très intéressante sur comment est-ce que les pays africains les soumettent dans des difficultés non nécessaires. Qui les soumettent dans des difficultés, ce sont les Africains. Ce ne sont pas des Européens, on parle des Africains ici. On va essayer de comprendre. Lors de la 3e conférence des Nations Unies sur le pays en développement sans littoral qui s'est tenue à Azawa, en Turkménistan, le Premier ministre malien Abdoulaye Magué s'est exprimé au nom de l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles des pères fondateurs de l'Alliance des États du Sahel, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Je voudrais ensuite exprimer, au nom des États membres de la Confédération AES, ma profonde gratitude aux autorités turkmènes pour l'accueil bien chaleureux et l'attention particulière dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville d'Awaza. La Confédération des États du Sahel, entourée de 11 pays voisins et côtiers, couvre environ une superficie de 2 800 000 km² et compte environ 75 millions d'habitants, majoritairement jeunes. Elle est riche de ses terres fertiles, de ses cours d'eau, de ses sources d'énergie et constitue l'un des plus grands réservoirs en ressources minières du monde. Toutefois, les 3 États de l'Interland cumulent bien malgré eux une grande partie des défis communs aux pays en développement sans littoral, tels que les coûts élevés des transports et les délais d'acheminement allongés. En dépit de ces difficultés, ils ont été victimes ces dernières années, sous des prétextes politiques fallacieux, de la violation de leur droit à l'accès à la mer et depuis la mer, ce droit pourtant consacré par plusieurs textes comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dite Convention de Montego Bay, ainsi que la Convention de 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral, nécessite d'être respectée et sa violation mérite une condamnation ferme des Nations Unies. Donc il y a eu une réunion discutant sur les pays sans littoral. Carrément, ça veut dire des pays qui n'ont pas accès à la mer qui est très importante d'ailleurs pour le commerce. On ne peut pas faire de commerce au niveau international sans avoir accès à la mer, c'est carrément très difficile. Sinon, il faudra faire usage des moyens alternatifs qui sont très difficiles. On l'expliquera plus tard. En tout cas, il a dénoncé
Il a dénoncé un blocus logistique économique. Il accuse certains pays ou acteurs régionaux d'empêcher l'accès à la mer pour les pays de l'AES, un droit garanti par les conventions internationales comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, Abdoulaye Maïga accuse les pays africains. Il n'a pas cité, il n'a pas dit le nom. Okay? Par maturité et intelligence. Je ne citerai pas. Mais ceux qui sont censés être nos frères nous ont bloqué accès à la mer. Réfléchissez-y encore une fois. Vous parlez de la France, les États-Unis, l'objection, la colonisation, l'esclavage. Ceux qui sont censés être nos frères, depuis nos ancêtres, nous ont bloqué accès à la mer. Imaginez-vous, vous allez quelque part, on vous refuse de l'eau à boire. S'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Non. Ah, c'est dur, n'est-ce pas? Ça fait mal. Refusez-moi à manger, mais de l'eau à boire. Refusez-moi le transport, mais de l'eau à boire. Mais c'est la même chose quand vous refusez accès à la mer, à un pays frère. Vous savez, on peut se prendre la tête avec son frère, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que c'est ton frère. Vous prenez la tête, mais vous ne pouvez jamais aller en guerre. Donc regardez, même entre amis, moi je vous le dis très souvent, entre amis, on peut pas toujours être d'accord. Il y a des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, on n'aime pas ce que l'ami est en train de faire. Mais on ne peut jamais aller en guerre avec son ami. Aller en guerre, c'est-à-dire, tu te lèves au point où si ça va s'abîmer, ça va s'abîmer. Ça veut dire que vous êtes en guerre. Quand tu es prêt à détruire son caractère, vous êtes en guerre. Quand il est prêt à détruire ton caractère, vous êtes en guerre. Quand il est prêt à détruire ta source de revenus, vous êtes en guerre. Quand ton ami est prêt à détruire ton image, vous êtes en guerre. Ce n'est pas ton ami. Ton ami ne ferait jamais ce genre d'histoire. Parce qu'il se dirait, peut-être qu'à un certain moment, tu reviendras à toi-même, même si tu t'es perdu. Un moment viendra où tu reviendras. Un ami ne dit jamais, moi j'essaie de la paix, il répond jamais, j'ai laissé. Jamais de la vie. Les gens qui disent ça ne sont pas vos amis. Au moins, si j'essaie de le c'est faux. Un ami, c'était, il veut savoir comment ça se fait que ce gars ici ne me répond plus. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il a des problèmes. Je vais partir chez lui. C'est ça un ami. Moi aussi, il me répond pas. Ce n'est pas ton ami. Vous étiez des correspondants. Vous aimiez le basket ensemble. Vous jouiez à la musique ensemble. Vous étiez footballeurs ensemble. Vous faisiez partie du même système politique ensemble. Vous résistiez aux mêmes oppresseurs ensemble. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se mettent ensemble. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un frère du tout. Alors, M. Maïga a expliqué, se plaignant devant la Commission des Nations Unies. M. Maïga a dénoncé les violations répétées de droits d'accès à la mer du Mali, du Burkina Faso et du Niger, garanties par les conventions internationales. Même les conventions internationales garantissent à chaque pays le droit à la mer. Expliquons. Pourquoi on a besoin de la mer? C'est très simple. Pour un pays, par exemple, qui a besoin d'importer des choses prenons un exemple bête, venant de l'Inde, voilà l'Inde sur la carte. Pour le Mali, par exemple, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est à travers les airs. À travers les airs, c'est-à-dire l'avion. Mais avec ça, ça coûte beaucoup cher, beaucoup trop cher. Et c'est limité en termes de capacité. Hein? C'est clair. La deuxième façon, c'est à travers la mer. Les bateaux, les navires et tout le bazar. Avec ça, c'est plus ouvert parce qu'on peut avoir autant de containers qu'on désire. Avec la mer, c'est peut-être lent, mais ça arrive quand même, finalement. Mais regardez la carte. La finalité, c'est quoi? Ça va se poser quelque part ici, autour de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Ghana ou autre chose. Maintenant, pour arriver au Mali, au Burkina Faso, au Niger, il faut impérativement traverser l'un de ces pays. Maintenant, ces pays sont pays partisans de la CEDEAO, qui depuis lors ont décidé de fermer leurs frontières. Mais ils sont censés être frères. La Convention internationale autorise à chaque pays sans littoral de pouvoir avoir accès à la mer sans difficulté. La CEDEAO a imposé des sanctions économiques et financières sévères au Niger après son coup d'État, y compris la restriction commerciale, et a menacé une intervention militaire pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. Jamais la CEDEAO ne s'est léguée pour dire allons combattre les terroristes, jamais. Mais ils se sont mis ensemble, logistiquement parlant, financièrement parlant, pour aller faire tomber Tiani, pour replacer. Vous voyez de quoi on parle, c'est ça. Évidemment,